Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce mini-webinaire de Legan PME consacré aujourd'hui au statut de mon entreprise. Quel statut choisir? Lorsqu'on démarre une activité professionnelle en tant qu'indépendant ou en tant que prestataire de service, il est utile de se poser la question de quel statut choisir. Est-ce que je vais exercer mon activité professionnelle en tant qu'entreprise individuelle ou en tant que société? Le Code des sociétés ayant été modifié en 2019, il a facilité l'accès à la société. Ce n'est pas pour autant que le recours à la société reste encore quelque chose d'indispensable ou est quelque chose d'indispensable. Une personne peut tout à fait exercer son activité sous le statut d'entreprise individuelle ou autrement nommée personne physique, en sachant que l'une et l'autre ont bien sûr des avantages et des inconvénients, les avantages de l'un étant souvent les inconvénients de l'autre. En ce qui concerne l'entreprise individuelle, les avantages, c'est que monter son activité sous une entreprise individuelle, donc en tant que personne physique, est quelque chose qui est simple et rapide. Pour autant que vous ayez la gestion, c'est-à-dire les capacités de gestion, il suffit de vous inscrire à la Banque Carrefour des entreprises, éventuellement à la TVA. Vous êtes inscrit, vous pouvez directement exercer votre activité. La contrepartie de cette facilité et de cette rapidité, c'est que si vous avez de nombreux investissements à faire, eh bien, la personne physique engage son patrimoine individuel dans l'activité, dans la mesure où il n'y a pas de différence entre le patrimoine de l'activité professionnelle et le patrimoine privé de la personne. Ça signifie que si vous avez une grosse dette liée à votre activité professionnelle et un compte d'épargne, par exemple, bien rempli à titre privé, eh bien, votre compte d'épargne pourrait être utilisé, devrait même être utilisé pour rembourser votre dette. L'autre possibilité étant la société. Créer une société est beaucoup plus complexe. Donc on peut opter même pour une SRL, on peut opter pour une société anonyme selon le montant des investissements et l'activité exercée. Il y a d'autres types de sociétés dont je ne parlerai pas ici, ça fait l'objet d'un webinaire dans son entièreté. Lorsqu'on opte pour une société, c'est plus complexe, comme je le disais. Ça nécessite un plan financier, ça nécessite un business plan dans son ensemble, ça nécessite de passer chez le notaire pour établir les statuts, et donc ça nécessite toute une série de réflexions avant de pouvoir établir la société. Et idéalement, une société est justifiée quand on est à plusieurs ou qu'il y aura beaucoup plus d'investissements. Maintenant, la société est clairement plus sécurisante puisqu'elle distingue, elle permet de faire une différence entre votre patrimoine privé et le patrimoine de l'activité professionnelle. Et donc, votre patrimoine privé ne sera pas mis en cause si vous avez une dette au niveau professionnel. Il faut quand même relativiser cet élément dans la mesure où les fondateurs d'une société sont responsables pendant les 3 premières années de l'activité de la société. Alors, quand on démarre une activité professionnelle, finalement, il y a 5 questions à se poser au moment où on démarre pour savoir si on opte pour le statut juridique de la personne physique ou pour le statut juridique de la société. Première question à se poser, c'est bien sûr quelle est l'activité que vous effectuez. Est-ce que cette activité ou que vous allez effectuer, est-ce que cette activité est risquée ou est-ce qu'elle est moins risquée? Par une activité risquée, j'entends par exemple une entreprise de construction. Donc vous allez exercer une activité de construction, vous allez devoir avancer toute une série d'argent. Imaginons que vous construisez des maisons. Eh bien, vous allez devoir avancer l'argent avant de pouvoir vraiment être remboursé par le maître d'ouvrage où vous allez l'être au fur et à mesure. Mais donc, il y a un investissement beaucoup plus risqué. Vous décidez d'ouvrir un magasin d'alimentation, un magasin de vêtements, eh bien, vous allez aussi devoir faire toute une série d'investissements avant d'avoir un retour direct. Et donc, ces investissements étant importants, ils nécessitent de vous sécuriser un petit peu. À l'inverse, vous souhaitez démarrer une activité de consultance, une activité de conseiller, une activité de comptable, par exemple, eh bien, vous pouvez tout à fait opter pour le statut de la personne physique, de l'entreprise individuelle au départ, dans la mesure où vos investissements sont quand même peu élevés. Il vous suffira parfois d'un ordinateur, d'un téléphone et d'un local où travailler. Ceci dit, vous pouvez toujours exercer votre activité chez vous. Donc, première question à se poser, c'est quelle est l'activité que vous envisagez? Deuxième question à se poser, c'est combien de personnes y participeront? Est-ce que vous allez travailler seul ou est-ce que vous allez travailler à plusieurs? Lorsqu'on travaille à plusieurs, la société permet de protéger chacun. Si vous n'optez pas pour la société quand vous êtes plusieurs, il vous faut une bonne convention de partenariat qui met bien en place les rôles et responsabilités de chacun. Pourquoi? Parce que si vous travaillez à plusieurs sans opter pour un statut de société, on va considérer que c'est une association de fait. Dans cette association de fait, chacun est responsable de tout. Si ce n'est pas encadré, ça devient très compliqué.
Troisième question à vous poser, c'est quels sont les capitaux dont vous disposez? Est-ce que vous avez des capitaux qui vous permettent de démarrer une activité en société ou pas? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on ne parle plus de capital, on va parler d'apport, hein, mais la notion de capital parle un peu à tout le monde. Eh bien, vous allez devoir avoir un apport minimum pour démarrer votre activité professionnelle qui vous permet quand même d'exercer l'activité pendant un certain temps. Même si le Code des sociétés dit aujourd'hui que l'apport de départ, le capital de départ n'est plus obligatoire, dans les faits, il en faut un peu au départ, simplement parce que vous aurez déjà les statuts à payer chez le notaire, par exemple. Quatrième question à se poser, c'est quel est le régime fiscal que vous souhaitez avoir? Dans un certain nombre de cas, au niveau de la société, vous pouvez faire un petit peu d'optimisation fiscale de manière plus simple que lorsque on le fait en personne physique. Pourquoi? Par exemple, en société, vous pouvez bénéficier aujourd'hui d'une voiture de société, ce qui n'est pas possible en personne physique. Rien n'empêche, bien sûr, de déduire des frais de déplacement liés à votre véhicule quand vous êtes en personne physique, mais le régime fiscal des voitures de société reste encore aujourd'hui plus favorable. En société, dans une certaine mesure, vous pouvez avoir des titres repas. Vous ne pourrez pas avoir ces titres repas en tant que dirigeant d'entreprise quand vous êtes en personne physique. Et donc, il y a moyen de faire un peu d'optimisation fiscale. En tout cas, utiliser les outils qui sont possibles sans aller dans de l'optimisation fiscale à outrance. Dernière question à se poser, donc la cinquième question, quand vous choisissez un statut juridique, c'est est-ce que vous voulez un développement lent ou rapide? Est-ce que vous estimez par rapport à ce que vous lancez comme activité un développement lent ou rapide? Alors, si vous avez sur un développement lent, allez-y sur la personne physique. Si finalement toutes les autres questions ne mènent pas à la raison de la société, ne choisissez pas la société par défaut. Par contre, si vous allez sur une croissance rapide avec beaucoup de rentrées, il est peut-être utile de directement opter pour le statut de la société. Il est bien sûr toujours possible, en cours d'activité, de passer de la personne physique à la société si vous le souhaitez. La société en pratique. Donc, on va voir quelques petits éléments des deux côtés. Au niveau de la société en pratique, eh bien, vous allez devoir avoir un plan financier. Ce plan financier nécessite d'établir toutes les dépenses que vous allez avoir au cours des 3 premiers exercices. C'est quand même très contraignant. Si vous lancez votre société en 2021, imaginons que votre premier exercice se clôture fin 2022, vous êtes à ce moment-là sur un exercice, ce qu'on appelle un exercice étendu, vous allez devoir faire des projections pour 2022, 2023 et 2024. Donc, il faut arriver à se projeter sur un peu plus de 3 ans. Vous allez devoir, comme je l'ai dit, avoir un capital minimum avec la notion d'apport aujourd'hui utilisée dans le nouveau Code des sociétés et des associations, bien que le terme capital est parlant. Deuxième élément de la société, on l'a vu un petit peu avant, je l'ai déjà dit, les coûts de constitution et de fonctionnement sont élevés. Donc, à partir du moment où vous optez pour une société, vous allez devoir payer la constitution de la société par le dépôt des statuts chez le notaire. Vous êtes obligé d'avoir un comptable, vous êtes obligé de faire un dépôt de bilan à la Banque nationale belge. Tous ces éléments-là ont des coûts qui sont générés simplement par le fonctionnement de la société. Et ce, que vous avez ou pas des rentrées, il faudra les payer. La société, c'est souvent à plusieurs, donc pas toujours. Aujourd'hui, la SRL peut être constituée d'une seule personne. Mais très souvent, on travaille ensemble, ce qui fait que on peut être plus rapide, oui c'est vrai, mais par contre, c'est plus complexe à gérer. Et donc, la société va nécessiter une comptabilité plus complexe et elle nécessite donc des intervenants extérieurs qui sont des comptables, qui sont un notaire, etc. etc. Le point positif de la société, c'est qu'elle protège les actionnaires et les dirigeants, mais par contre, elle est un peu plus difficile à gérer. En ce qui concerne l'entreprise individuelle et donc le statut de la personne physique, eh bien finalement, les 4 éléments sont un peu le contraire de la société. L'entreprise individuelle ne nécessite pas de statut. Comme je l'ai expliqué un peu plus tôt dans ce webinaire, vous allez vous rendre au niveau du guichet d'entreprise, vous allez vous inscrire à la Banque Carrefour des entreprises, éventuellement à la TVA, et vous pouvez exercer directement votre activité. De cette facilité, il y a forcément des coûts de constitution qui sont faibles, mais également des coûts de fonctionnement qui sont faibles. Pour une petite activité indépendante, il n'est pas nécessaire de recourir à un comptable. Vous pouvez tout à fait faire votre comptabilité vous-même. Pourquoi? Parce que la comptabilité est simplifiée. Enfin, dans l'entreprise individuelle, vous êtes seul maître à bord. C'est vous qui décidez. Vous décidez que faire, vous décidez qu'est-ce que vous investissez, vous décidez les actions que vous prenez, vous décidez
aujourd'hui la gestion de vos réseaux sociaux, par exemple. Vous pouvez décider toute une série de choses seul, sans devoir recourir aux actionnaires ou aux autres dirigeants avec qui vous êtes dans la société. Le revers, évidemment, parce que il n'y a pas une solution idéale, c'est que c'est une gestion simple, oui, mais par contre, vous mettez en risque votre patrimoine privé, puisqu'il n'y a pas de distinction entre le capital privé, le patrimoine privé et le patrimoine professionnel. Par contre, il ne faut absolument pas craindre l'entreprise individuelle parce que pour une activité complémentaire, vous êtes salarié toute la journée, puis vous avez envie de faire autre chose le soir et les week-ends, il est fort probable que l'entreprise individuelle soit adaptée à ce que vous faites. Et donc, il ne faut pas craindre cette entreprise individuelle. Il y a quand même des moyens de protéger, notamment son habitation privée, par une déclaration chez le notaire. Donc, il y a des éléments qui existent qui permettent de vous protéger. Alors, la synthèse un petit peu de ce webinaire, c'est attention, quand vous démarrez une activité professionnelle, réfléchissez au préalable à ce que vous voulez faire. C'est quoi votre projet de départ? C'est quoi l'envie que vous avez? Quelles sont finalement les réponses aux 5 questions que j'ai posées un petit peu ici avant, qui vous amèneront à la décision personne physique, entreprise individuelle ou société. Et surtout, faites-moi plaisir, faites votre propre analyse. N'écoutez pas vos amis qui ont opté pour l'un ou pour l'autre parce que votre projet est différent du leur. Et comme votre projet est différent du leur, la solution pourra être différente de la leur. Chaque création d'entreprise est différente. Alors voilà, je suis déjà au terme pratiquement de ce mini-webinaire. J'ai le temps de prendre, comme vous le savez, 3 questions, puisque les mini-webinaires, c'est 15 minutes et on s'engage à tenir le timing. C'est 5 slides et c'est 3 questions. Alors maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Ah, voilà. Une première question, c'est quel est le meilleur statut à choisir? Eh bien, j'ai envie de répondre qu'il n'y a pas de meilleur statut, parce que le statut sera bon pour une activité et l'autre statut sera bon pour une autre activité. Et comme je l'ai précisé, rien n'empêche de passer d'un statut à l'autre au cours de carrière. On peut commencer une activité en personne physique calmement et puis se rendre compte que l'activité fonctionne bien. Au bout de 3, 4 ou 5 ans, pourquoi pas, opter pour le statut de la société. La personne physique, l'entreprise individuelle est facile à faire et facile à défaire aussi. Donc la personne physique permet aussi de tester une activité que vous voudriez tester. On me pose également la question, quel est l'investissement minimum à faire en société? Eh bien là, l'investissement minimum va dépendre de votre projet. Vous devez avoir un capital qui garantit l'activité de la société pendant un certain nombre d'années. Donc c'est voilà, de 2 à 3 ans. Alors, forcément, si vous avez une activité qui nécessite énormément d'investissement, votre apport sera élevé. Si vous avez une activité de service, l'apport peut être limité à 2 000 €, qui sont globalement le coût des statuts chez le notaire, puisque même si ce n'est pas prévu par le Code des sociétés, les notaires très souvent imposent un capital, un apport minimum qui permet de couvrir la constitution de la société et le dépôt des statuts. Est-ce que j'ai une dernière question? Alors, quelles sont les contraintes au niveau de la comptabilité? Ça, c'est une vraie bonne question, je l'ai déjà dit un petit peu. Au niveau de la comptabilité, eh bien, vous avez effectivement une comptabilité qu'on appelle simplifiée pour les personnes physiques. Donc, vous pouvez fonctionner avec un fichier Excel, par exemple, pour autant que ce fichier Excel reprenne bien toutes vos écritures comptables. Ça, c'est pour la personne physique. Vous pouvez faire votre déclaration de TVA vous-même, hein, c'est vraiment pas compliqué à faire. Dans le cas d'une personne physique, c'est une interface du ministère des Finances qui fonctionne assez bien, qui s'appelle Intervat. Quant à la société, par contre, eh bien là, vous êtes tenu de faire des comptes de résultats et un bilan avec un certain nombre d'écritures comptables qui respectent des codes. Et donc, la comptabilité d'une société est vraiment beaucoup plus compliquée et difficile, voire impossible à faire quand on n'est pas comptable. Voilà, eh bien, nous sommes déjà presque au terme de nos 15 minutes de webinaire. Si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, une seule adresse, hein, info@legalpme.be. Nous serons heureux de vous accompagner dans la démarche que vous feriez dans le choix d'un statut juridique. Je vous propose en même temps de vous inscrire aux newsletters de Legal PME. Alors, ce ne sont pas des newsletters qui sont de nature à vous spammer, mais bien des newsletters informatives avec toujours des sujets qui concernent les entrepreneurs. Et je vous souhaite un bon appétit et je vous remercie de votre attention.